On dit que la famille est tout. On ne dit jamais ce qui arrive quand tout devient rien. Le texto est arrivé un mardi. La lumière du matin filtrait par la fenêtre de ma cuisine, capturant des particules de poussière qui dansaient comme de minuscules mensonges dans l'air. Mon téléphone vibrait contre le plan de travail en marbre, ce son qui apportait autrefois de la joie, maintenant une simple petite violence de plus. Tu ne nous rejoindras pas. Ma femme préfère que ça reste une histoire de famille. 47 mots. C'est le nombre de mots qu'il m'a fallu pour m'effacer. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Jusqu'à ce que les lettres deviennent des formes, des rayures insignifiantes sur un écran qui, d'une certaine manière, avait le pouvoir de me creuser la poitrine. Le café dans ma tasse a refroidi. La cuisine est devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale, chaque seconde marquant un temps que je ne retrouverai jamais, marquant le moment précis où j'ai réalisé que j'avais vécu un mensonge. Après avoir payé pour. La phrase restait incomplète dans mon esprit, comme tant de vérités que j'avais digérées au fil des ans. Après avoir payé les vacances. Après avoir payé le mariage. Après avoir versé l'acompte pour leur maison. Après avoir payé avec des morceaux de mon âme, pensant que l'amour était une transaction où donner plus signifiait recevoir plus. J'avais tort. Mais laissez-moi vous raconter où cette histoire commence vraiment. Non pas avec un SMS, mais avec une gare 3 mois plus tôt. Gare du Nord, à Paris. L'odeur du diesel et du café, le bruit des roues sur les rails, le chaos des gens qui se dirigeaient vers des destinations auxquelles ils croyaient. J'étais censée retrouver ma mère pour ce qu'elle appelait un week-end de guérison entre filles. Rien que nous, m'avait-elle promis. Le temps de parler de ma fausse couche, de gérer le chagrin qui me serrait encore la gorge comme des pierres non ravalées. Le temps de reconstruire les parties de moi qui s'étaient effondrées depuis la perte du bébé que j'avais tant désiré. Au lieu de cela, je me suis retrouvée face à mon frère Philippe, tenant les mains de 2 jeunes enfants que je connaissais à peine. « Dieu merci, vous êtes là ?» dit-il sans me regarder dans les yeux. Un imprévu survint. Urgence professionnelle. Tu sais comment c'est. Je ne savais pas comment c'était. Je savais ce que ça faisait d'être trompé, pourtant. Ce nœud au ventre quand la réalité ne correspond pas aux mots qui sortent de la bouche de quelqu'un. Où est maman? Demandai-je. Elle devait y aller. Urgence familiale. Les enfants Lila, 4 ans, et Thomas, 2 ans, me regardèrent avec des yeux qui détenaient trop de connaissances pour leur âge. Des enfants qui avaient appris à lire les visages des adultes comme des cartes météo, à scruter les orages. Philippe me tendit un sac. Tout ce dont ils ont besoin est là. Juste pour le week-end. Je reviens dimanche. Philippe, je ne peux pas. Je ne suis pas. Je suis encore en train de guérir. Je ne suis pas prêt à. S'il te plaît. Sa voix se brisa. Il n'y a personne d'autre. Cette phrase. Il n'y a personne d'autre. La devise familiale, transmise comme un héritage maudit. Les mots qui avaient fait de moi la personne qui disait oui quand je voulais dire non, qui donnait quand je n'avais plus rien, qui souriait quand je mourais intérieurement. J'ai pris le sac. J'ai pris les enfants. J'ai regardé mon frère disparaître dans la foule, son téléphone déjà collé à l'oreille, parlant un français rapide à quelqu'un qui n'était pas moi. Ce premier soir, le petit Thomas a pleuré après maman. Pas le mot qui signifiait grand-mère, mais celui qui signifiait mère. Celui qui me serrait la poitrine de perte et de nostalgie. Où est maman? Demanda Lila, sa petite main trouvant la mienne dans l'obscurité. Elle a dû partir, dis-je en répétant les mots que Philippe m'avait appris à dire. Quand reviendra-t-elle? Je l'ignorais. Je ne savais rien, sauf que ces enfants sentaient la tristesse, que leurs vêtements n'étaient pas à leur taille et qu'ils sursautaient quand j'agissais trop vite. Le lendemain matin, j'ai trouvé une lettre au fond du sac que Philippe m'avait donné. Pas pour moi, mais pour la mère des enfants. Une lettre qui commençait par mes bébés chéris et se terminait par maman te trouvera. Écrite en arabe. Signée d'un nom que je n'avais jamais entendu Philippe prononcer, Amira. Mes mains tremblaient en tenant cette lettre. 3 pages de mots que je ne pouvais pas déchiffrer, mais l'amour qu'elle contenait était un langage que je comprenais. Le désespoir. La promesse. Ce genre d'amour maternel féroce qui transcende les frontières, les documents juridiques et les mensonges que les hommes racontent pour éloigner les enfants de leur mère. J'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai appelé un traducteur. La lettre racontait une histoire qui m'a glacé le sang. Amira racontait son réveil à l'hôpital après un accouchement difficile, pour découvrir que Philippe avait utilisé sa faiblesse contre elle. Comment il avait déposé des papiers affirmant qu'elle avait abandonné les enfants. Comment il avait fait révoquer son permis de séjour pendant sa convalescence. Comment elle avait été forcée de quitter la France, laissant ses bébés derrière elle. Je n'ai jamais cessé d'essayer de revenir vers toi, écrivait-elle. Chaque nuit, je rêve de vos visages. Chaque matin, je me réveille en me battant pour toi. Philippe avait menti. Pas seulement à moi, mais à tout le monde. Aux tribunaux, aux services d'immigration, à ses propres enfants. Il avait bâti sa vie parfaite sur le silence forcé d'une mère. J'ai repensé aux SMS, toujours gravés dans mon téléphone. Seulement la famille.
J'ai repensé à la cruauté désinvolte avec laquelle j'avais été effacée. J'ai repensé à Amira, quelque part en Algérie, se battant pour des enfants qui criaient son nom dans le noir. Je n'ai pas agi par colère. La colère est forte, confuse et passagère. J'ai agi par justice. La justice est silencieuse, prudente et éternelle. J'ai trouvé Amira grâce à un réseau d'organisations de défense des droits des femmes. Un appel téléphonique en a entraîné un autre, puis un autre, jusqu'à ce que j'entende sa voix par-delà les continents et les fuseaux horaires. Elle a sangloté quand je lui ai dit que les enfants étaient sains et saufs. Elle a murmuré leurs noms comme des prières. J'ai essayé d'obtenir de l'aide, a-t-elle dit avec un anglais accentué. Mais personne ne me croit. Il a des papiers. Il a des avocats. Il a de l'argent. J'ai quelque chose qu'il n'a pas, lui ai-je dit. Quoi? La vérité. Et l'obstination d'une femme lasse d'être effacée. Nous avions planifié en secret. Appel téléphonique à l'aube, messages envoyés via des applications cryptées, consultations juridiques avec des avocats spécialisés en droit international de la famille. J'ai appris des mots comme garde d'urgence, enlèvement parental et faux papiers. Pendant que Philippe m'envoyait des photos de Dubaï lui et notre mère sur une plage, un verre à la main, profitant de la vie pendant que je soi-disant gardais les enfants, Amira et moi avons monté un dossier. Le jour où Amira est rentrée en France, le monde m'a semblé différent. Plus clair. Plus honnête. J'ai emmené les enfants dans un refuge géré par une association de femmes. Des avocats de l'aide juridictionnelle étaient là. Des défenseurs des enfants. Des gens qui avaient déjà vu cette histoire, qui savaient faire la différence entre une mère et un kidnappeur. Quand Lila a vu Amira, elle a couru. Pas loin vers la femme qui avait été dépeinte comme une méchante, qui avait été effacée de leur histoire. Thomas le suivit, trébuchant sur les jambes d'un bambin, cherchant des bras qui n'avaient jamais cessé de vouloir le serrer dans leurs bras. Le son qu'émettait Amira lorsqu'elle tenait ses enfants, c'était le son d'une âme qui retournait à son corps. C'était le son de l'amour volé, enfin revenu à la maison. Je regardais de l'autre côté de la pièce, la poitrine serrée par la perte. Pas la perte des enfants, ils n'étaient jamais à moi. La perte de la famille que je croyais avoir. La perte du frère en qui j'avais cru. La perte de la mère qui avait utilisé mon chagrin comme prétexte pour me manipuler et me rendre complice. Les messages vocaux commencèrent le lendemain. Philippe d'abord, la voix crispée par la panique. Où sont les enfants? Qu'as-tu fait? Puis maman, le ton passant de la confusion à la colère. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Puis Philippe de nouveau, désespéré. Tu ne comprends pas la situation. Elle n'est pas stable. Elle les a abandonnés. Puis maman, suppliante, pense à ce que tu détruis. Je n'ai pas répondu. J'avais passé ma vie à répondre, à expliquer, à justifier. Cette fois, j'ai laissé le silence parler. Les avocats ont fait le reste. Des relevés bancaires montrant que Philippe avait systématiquement vidé les comptes d'Amira pendant son hospitalisation. Des documents d'immigration avec des signatures falsifiées. Des dossiers médicaux prouvant qu'elle se remettait de complications, n'abandonnant personne. Des messages vocaux qu'il lui avait envoyés pour la menacer si elle tentait de revenir. Des témoignages du personnel hospitalier se souvenant d'une femme demandant ses bébés, à qui on avait répondu qu'ils étaient pris en charge par sa famille. La vérité, disposée comme les pièces d'un puzzle éparpillé, cachée et niée pendant des années. La vie parfaite de Philippe a commencé à s'effondrer. L'enquête d'immigration a conduit à un examen minutieux de son visa de travail. L'enquête sur son visa de travail a conduit à des questions sur ses pratiques commerciales. Les questions commerciales ont conduit à un audit qui a révélé des malversations financières. Il s'avère que les mensonges sont comme les mauvaises herbes. Arrachez en un, et vous découvrirez que leurs racines sont plus profondes que vous ne l'auriez jamais imaginé. Amira ne jubilait pas. Elle ne cherchait pas à se venger. Elle tenait simplement ses enfants dans ses bras et leur murmurait des choses en arabe et en français, leur apprenant qu'ils étaient aimés, désirés, qu'ils avaient leur place auprès d'elle. Elle obtint d'abord la garde temporaire. Puis des visites surveillées pour Philippe. Puis, lorsque l'ampleur de sa tromperie devint évidente, la garde légale complète. « Je ne veux pas le punir », m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous regardions les enfants jouer au parc. « Je veux juste que mes bébés sachent qu'ils sont aimés. » Elle était plus forte que je ne l'avais jamais été. Plus forte que la rage qui me consumait parfois. Plus forte que le désir de spectacle et de confrontation dramatique. Elle choisissait la guérison plutôt que la haine. Elle choisissait la vérité plutôt que la vengeance. Elle choisissait l'amour plutôt que tout le reste. L'invitation était présentée sur du papier cartonné coûteux. Des lettres crème en relief. Une demande officielle pour ma présence à un dîner de réconciliation familiale. Laissons cela derrière nous, écrivit maman de son écriture soignée. La famille est éternelle. Je fixai ces mots. La famille est éternelle. Les mêmes mots qu'elle avait utilisés pour me convaincre de couvrir le premier mensonge de Philippe. Les mêmes mots qu'elle avait utilisés pour me demander de garder ses enfants afin qu'elle puisse partir en vacances en paix. Les mêmes mots qu'elle avait utilisés pour me rendre complice de la séparation d'une mère et de ses enfants.
L'éternité est une longue période pour porter les mensonges des autres. J'ai répondu sur du papier blanc, avec des mots simples. Certaines choses ne peuvent pas être oubliées. Certaines choses doivent être affrontées. Je choisis la vérité plutôt que le confort. Je choisis la justice plutôt que la paix. Je choisis la famille que je construis plutôt que celle qui m'a construite pour être brisée. Je n'ai pas assisté au dîner. Au lieu de cela, j'ai passé la soirée avec Amira et les enfants. Nous avons fait des crêpes, raconté des histoires et chanté des chansons en 3 langues. Thomas s'est endormi sur mes genoux, sa petite main enroulée autour de mon doigt. Lila a dessiné des fleurs, des maisons et des familles qui ne ressemblaient en rien à celle dans laquelle j'étais née. Ce fut la soirée la plus paisible que j'ai passée depuis des années. Le dessin au crayon est arrivé dans ma boîte aux lettres 2 semaines plus tard. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit avec une écriture d'enfant soigné. À l'intérieur, un dessin en bâtonnet de 4 personnes se tenant la main sous un soleil jaune. En bas, au crayon rouge, les mots « Merci, tante ». J'ai pleuré en le voyant. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de pleurs. Le genre de pleurs qui surviennent quand quelque chose de brisé guérit enfin. J'avais passé une si grande partie de ma vie à essayer d'être la fille, la sœur, la femme que ma famille voulait que je sois. À essayer de combler les vides que leurs besoins avaient creusés en moi. À essayer d'être assez petite pour correspondre à leur définition de l'amour. Mais l'amour n'est pas censé vous rendre plus petit. L'amour est censé vous faire grandir. On me demande s'il me manque. Ma mère, mon frère. Les dîners de famille, les traditions des fêtes et l'histoire commune qui remonte à l'enfance. Je leur dis que les personnes que je pensais qu'elles étaient me manquent. La famille que je croyais que nous aurions pu être me manque. La sécurité que je croyais résider dans les liens du sang et l'ADN commun me manque. Mais les mensonges ne me manquent pas. Le poids des secrets des autres ne me manque pas. Être effacé par une cruauté désinvolte ne me manque pas. La version de moi-même que j'ai dû devenir pour entrer dans leur histoire ne me manque pas. Mes matins sont différents maintenant. Le café a meilleur goût lorsqu'il n'est pas interrompu par des SMS manipulateurs. La lumière du soleil est plus chaude lorsqu'elle n'est pas filtrée par le filtre de l'obligation et de la culpabilité. J'ai commencé un jardin. Des tomates, des herbes aromatiques et des fleurs qui fleurissent au mépris des saisons. La vie qui perce le sol, tend vers la lumière, refuse de rester enfouie. Parfois, Amira et les enfants viennent nous rendre visite. Nous parlons un français approximatif, un anglais déterminé et la langue universelle des femmes qui ont survécu. Lila m'aide à planter des graines. Thomas chasse les papillons entre les rangées. Ils m'appellent tante non pas parce que je partage leur sang, mais parce que j'ai choisi de les aimer. Parce que j'ai choisi la vérité plutôt que le confort. Parce que je les ai choisis plutôt que ceux qui partageaient mon nom, mais pas mes valeurs. J'ai appris que la famille ne se résume pas à la famille dont on est né. Il s'agit de savoir qui se montre présent quand le monde s'écroule. Il s'agit de savoir qui dit la vérité quand mentir serait plus facile. Il s'agit de savoir qui vous voit vraiment et décide que vous valez la peine qu'on se batte pour vous. Mon téléphone vibre parfois. Des messages de Philippe, de maman. Des tentatives de réécrire l'histoire, de se positionner en victime dans une histoire où elle détenait tout le pouvoir. Je ne réponds plus. J'ai appris que certains silences sont plus puissants que n'importe quel mot. J'ai appris que refuser de se laisser manipuler est une révolution en soi. J'ai appris que la chose la plus radicale qu'une femme puisse faire est de refuser de porter la honte des autres. La paix n'est pas venue d'un coup. Elle est venue en quelques instants. Des matins sans appréhension. Des soirs sans obligation. Dans l'espace entre 2 battements de cœur où je me suis souvenu de qui j'étais avant d'apprendre à être celle dont ils avaient besoin. C'est venu dans le rire d'Amira quand Thomas a mal prononcé un mot de français. C'est venu dans le sourire fier de Lila quand elle m'a montré ses devoirs. C'est venu dans la prise de conscience que j'avais contribué à réunir une famille en refusant d'être complice de sa destruction. C'est venu dans la compréhension que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de dire non. Voici ce que je veux que vous sachiez. Vous n'avez pas à supporter les mensonges des autres. Vous n'avez pas à vous faire petit pour que les autres se sentent plus grands. Vous n'avez pas à accepter la cruauté, car elle est enveloppée dans le langage de l'amour. Vous n'avez pas à choisir entre la vérité et la famille. Parfois, l'acte d'amour le plus authentique est de refuser de permettre le mal. Votre silence n'est pas requis. Votre obéissance n'est pas obligatoire. Votre douleur n'est pas un outil à la disposition des autres. Cette histoire ne se termine pas par des confrontations dramatiques ou une vengeance satisfaisante. Cela se termine par le choix de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres de quelque chose de brisé. Cela se termine par la compréhension que la guérison ne consiste pas à réparer ce qui a été endommagé, mais à créer un espace pour ce qui veut grandir. Ça se termine par l'acte radical de choisir la vérité plutôt que le confort, la justice plutôt que la paix, l'amour plutôt que tout le reste. Ça se termine avec moi, dans mon jardin, regardant les choses pousser dans une terre autrefois stérile. Ça se termine avec la conscience que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de refuser d'être effacé. Ça se termine avec le début de tout le reste. J'ai écrit le SMS,
Mais je ne l'ai jamais envoyé. Il reste dans mes brouillons 47 mots qui portent le poids de tout ce que j'ai appris. Tu dis que tu ne veux que ta famille. Je comprends maintenant. Je veux aussi une famille. Celle qui se présente. Celle qui dit la vérité. Celle qui préfère l'amour au confort. Je l'ai trouvée. Mais pas avec toi. Peut-être qu'un jour je l'enverrai. Peut-être qu'un jour je n'en aurai plus besoin. Peut-être qu'un jour le silence dira tout ce qui doit être dit. Pour l'instant, je m'occupe de mon jardin. Pour l'instant, je réponds quand Amira appelle. Pour l'instant, je garde le dessin sur mon réfrigérateur, un rappel que l'amour n'est pas une question de sang, d'obligation ou d'histoire familiale. L'amour est une question de choix. L'amour est une question de vérité. L'amour est une question d'être présent, même quand, surtout quand c'est difficile. L'amour est un refus d'être effacé. L'amour est une question de savoir que certains silences sont plus forts que n'importe quel mot. L'amour est une question de famille, de lutte, de construction des cendres de celui qui a tenté de vous briser. L'amour est un dessin au crayon qui dit « merci », écrit par la main délicate d'un enfant. L'amour est une question de matins qui ont le goût de la liberté. L'amour est une question de vérité qui vous libère, même quand, surtout quand ça fait mal. On dit que le sang est plus épais que l'eau. On ne mentionne jamais ce qui arrive quand on choisit l'océan plutôt que la blessure.